à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va faire une vidéo un tout petit peu différente aujourd'hui, on va prendre un petit peu de recul, ce ne sera pas une vidéo d'actualité puisque je la tourne hier en fin d'après-midi, vous l'aurez donc à 7 h ce matin. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, on fait des vidéos quotidiennement, on a également un Discord, le Discord des rois du marché, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description, vous y trouverez à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, n'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Je suis personnellement plutôt moyen long terme, même s'il y a pas mal de traders plutôt chevronnés et plutôt expérimentés sur le Discord qui nous font le plaisir de partager leurs charts, leurs graphiques, leur setup. Merci à vous. Très important, on va reprendre un tout petit peu de recul, on va revenir dans le passé parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue technique, économique, peut-être pas géopolitique, vous pouvez bien sûr l'imaginer, est très semblable à ce qu'on avait vécu en réalité en 2018. La première chose qui doit nous alerter, c'est que lorsque nous étions également ici, ou exactement ici, c'était le 10 décembre 2018, où on perdait en réalité par rapport à cette petite consolidation nos précédents lots par rapport au S&P 500. Ici, c'est potentiellement ce qu'on est en train de vivre en réalité ici. Donc celle de droite, c'est actuellement, donc c'est le S&P 500 2022-2023, et ici c'est 2018-2019. Ok. Donc on va venir dans le passé, on a une fractale assez représentative de ce qui s'était passé précédemment. On va la reprendre ensemble, juste là, 10 décembre 2018, on craque. On craque de combien de pourcents ? Bon, à peu près, voilà, 10-12%. Ce qui est intéressant, c'est que Ray Dalio et beaucoup d'investisseurs, Michael préconisent, ou en tout cas annoncent sur les médias, sur les réseaux sociaux, à la télévision, qu'ils s'attendent encore à une baisse au minimum de 10% sur notamment le marché action, ce qui nous enverrait potentiellement voilà, très proche des 3200 points, 3400 points. Tout le monde a ça dans la bouche actuellement. On vient rechercher ici par rapport à l'ancien ATH de juin ou février 2020 avant le crack Covid, potentiellement juste ici, à peu près là, 3200 points. C'est à peu près ce qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux et on peut potentiellement s'y accorder. La question, le grand point d'interrogation qu'on peut avoir aussi, c'est si le S&P 500 craque, est-ce que Bitcoin craque ? Si vous revenez dans le passé en 2018, alors qu'on poussait à la récession, qu'on avait des peurs terribles de la récession, que la Fed continuait à augmenter ses taux directeurs, et on va regarder juste après comment et dans quel contexte ça s'est fait, on va revenir sur Bitcoin, on va prendre exactement la même fractale. En réalité, c'est extrêmement simple, vous le prenez juste ici, on va revenir le 10 décembre 2018, ici. On est exactement là. Le Bitcoin perd, avait déjà craqué pour information, donc partez du principe que ceci, je pense que nous sommes sur des bottoms de marché, mais encore une fois ça n'engage que moi bien évidemment, c'est quelque chose de très personnel, ceci est l'effet Terra Luna si vous voulez. Voilà, c'est la purge en réalité la capitulation, comme on peut la connaître, on l'a déjà vécu, si vous voulez. Donc on se retrouve là, à peu près le 10 décembre, et on perd grosso modo 5, 6%, 10%. Quoi. Si on prend vraiment le top ici par rapport au bottom, on est à peu près perdu 10%. Si on perd 10%, jusqu'à preuve du contraire, ici, actuellement, ça nous renverrait où en réalité ? Au niveau de notre ami Bitcoin. On va retourner ensemble. Tout simplement, parce qu'en fait, finalement, on peut partir du constat qu'on est à peu près à 10% de l'apocalypse. C'est un peu ça l'idée qu'on est en train de s'accorder. On perd, 5%. Si on perd 5%, 6%, ça nous revient à 18 100 $ à peu près. Donc, la fameuse poche des 18 000 $ que je vous rabâche en fait depuis plusieurs jours maintenant, j'aimerais qu'on vienne la chercher, cette petite poche de liquidité. Mais qu'on y aille maintenant ou qu'on y aille après avoir fait potentiellement un nouveau plus haut par rapport à ce range ou revisiter le haut du range pour pouvoir redescendre, peu m'importe. Dans ma stratégie, ça rentre parfaitement, il n'y a aucun problème. Mais si on baisse de 10%, à peu près, 10, 12%, 11%, on reviendrait très proche des 17 000 $. Bon, on est loin des 12 000, on est loin des 11 000 $ si vous voulez. Donc, si le S&P 500 craque et vient chercher les 3200, 3400 points, en fait, Bitcoin reviendrait très probablement, si on prend une même fractale qu'on avait vécue en 2018, sur la même thématique, si vous voulez, on serait très proche des 17 000 $. On peut aller bien sûr plus profondément, mais il faudra un réel catalyseur qui devra en fait accompagner ce mouvement, donc bombe nucléaire, ou crise de la dette, ou défaut d'une banque systémique, comme BNP Paribas, on en a parlé hier, ou encore le Crédit Suisse. Donc tout ça, c'est des choses en fait qui tiennent les marchés dans une forme d'incertitude, et il est vrai que c'est mieux d'avoir du cash actuellement, et de laisser entre guillemets passer la tempête, ou en tout cas être certain que s'il y a un défaut ou il y a une problématique dans un marché baissier, parce que souvent ce sont dans les marchés baissiers où les réels défauts ou les réels problèmes structurels des entreprises prennent tout leur sens, entre guillemets, c'est rarement dans les marchés haussiers qu'on dépose le bilan, c'est plutôt dans les marchés baissiers, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Et si on retourne dans un marché haussier, automatiquement, on saura très probablement que la Fed sera là pour sauver la planète entière, et ce sera excellent pour tout le monde. Mais actuellement, nous n'y sommes pas. Et ça, c'est très important, bien sûr, de le signaler. Nous naviguons actuellement
dans un marché baissier, et nous sommes, avec un L majuscule, dans un marché baissier. On revoit en fait exactement cette même fractale. Je vais vous la reprendre, cette fractale. On vient chercher un sommet ici, on va chercher en fait un bas, et je refais exactement la même chose ici. On vient chercher un sommet, hop, on vient chercher un bas. Ici, il y a un truc qui s'est passé. Boum, ici on transperce, ici on rejette. Ah, il y a un truc qui s'est passé. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé entre à peu près août, ici, où on est parti chercher en fait un nouveau petit point haut là, et puis derrière on rejette relativement violemment. Il était plutôt sympa, hein, ce petit pool ici, au mois d'août, hein, c'est il y a un mois de cela. Là on était plutôt en décembre, en janvier, pardon, et on arrive à faire le breakout. Alors est-ce que la saisonnalité, potentiellement, a un sens? Donc on pose les bottoms en hiver, ok, et on fait des jolis rallyes au printemps, et on vend en été, why not? Ça peut être éventuellement intéressant pour essayer de se positionner sur la saisonnalité. J'aimerais qu'on vienne ici, moi. J'aimerais qu'on revienne en décembre 2018 et qu'on regarde une information qui était passée sur les marchés financiers à cette époque-là, et vous allez voir que vous voyez exactement la même chose en ce moment, mais c'est du copier-coller. C'est pas celle-là, c'est juste avant, on en parlera après. Wall Street enregistre sa pire chute hebdomadaire depuis 2008. Le Dow Jones et le Nasdaq ont respectivement lâché sur la semaine 6,87%, 8,36%, du jamais vu depuis la crise financière, les risques d'une poursuite de la guerre commerciale. On était déjà en guerre, mais pas une guerre géopolitique ou une guerre armée, c'était une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, comme la suggestion de la Fed d'augmenter ses taux, comme la suggestion, et ça c'est important dans les termes, suggestion de la Fed d'augmenter ses taux 2 fois l'an prochain, y ont contribué. Ça veut dire que la Fed avait potentiellement suggéré d'augmenter à 2 reprises ses taux en 2019. C'est super intéressant ça. On y va, par rapport à la remontée des taux au niveau de 2019, sur notre ami de la Fed. Nous étions donc exactement ici. Regardez bien parce que je pense que c'est très important. En réalité, on n'avait pas encore fini d'augmenter les taux. D'accord ? On n'avait pas encore fini d'augmenter ici. On savait qu'on continuait à augmenter, mais ça a quand même craqué. C'est juste la Fed, par rapport au consensus qui avait été donné, que la Fed, ici en 2019, allait encore augmenter à 2 reprises consécutives l'augmentation des taux. Et ça, c'est ce qui a fait craquer les marchés. Ici, l'information, ou la rumeur, ou la suggestion, si vous voulez, a fait craquer les marchés ici. Ce qui est super intéressant par rapport à ce rebond, c'est que dans le même temps, je ne vous ai pas trouvé l'information que je voulais vraiment vous trouver, mais grosso modo, dans le même temps, où c'était vraiment dans la semaine, ou peut-être 2 semaines après, lors d'un FOMC, ou lors d'une prise de parole du président de la Banque centrale, avait dit... il n'est pas prévu qu'on augmente les taux entre guillemets en 2019, donc on va essayer de tenir parce qu'il commençait déjà à faire du tapering, à réduire le bilan, etc. Et en réalité, vu qu'il y avait la récession qui était de plus en plus présente et Trump avait fait beaucoup de forcing à ce moment-là pour rebaisser les taux, et ben pour le coup ça a plutôt bien marché et derrière les taux ont redescendu. Mais regardez bien, entre le crack en réalité et la réelle diminution des taux, combien de temps il s'est passé? On est là, décembre, jusqu'au mois d'août. Bon, grosso modo, 6 ou 7 mois. À peu près 6 ou 7 mois, entre le moment où ça craque, le moment où ça rebondit, et le moment où en fait on redescend réellement les taux. 6 mois. Si on prend par rapport à actuellement. Bon. Donc ça devient un peu du cafouillage parce qu'on n'a plus vraiment les consensus maintenant, mais on prend l'idée. On aura 2 augmentations, à peu près de taux, encore. Et c'est exactement ce qui pourrait en fait se passer. Actuellement, on est ici, hein, d'accord ? Donc on est en train de pricer du plus 0,75 points à 4%, et on est en train potentiellement de viser les 4,75, voire les 5. Si on va au-dessus des 5, à ce moment-là, tout crache. Il faut le savoir, si aujourd'hui le marché n'a pas pressé au-dessus des 5, donc si ça va au-dessus des 5, le marché crachera, c'est mécanique, ce sera une réponse en fait du marché à la politique budgétaire et monétaire de la Banque centrale fédérale américaine, et ce sera pas un pied de nez, ce sera pas une sanction si vous voulez, mais on peut le considérer comme ça. Le marché sanctionnera brutalement et violemment si la Banque centrale américaine n'est pas limpide et ne donne pas en réalité satisfaction au marché, ce qui est normal. En réalité, le marché s'équilibrera en fonction des informations qu'il a, ni plus ni moins. On se trouve exactement là, on est en octobre et on va chercher en fait 6 mois en arrière. Et ben 6 mois en arrière, 6 mois en avance. Et on est à peu près en avril, à peu près mars-avril de 2023 ici, et on serait potentiellement sur un plateau. D'accord ? On ne serait pas sur une descente, mais on serait plutôt sur un plateau. Dès lors, on peut penser ici qu'on n'a peut-être pas encore connu l'intégralité de la baisse. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le rebond technique
le fort violent rebond technique de 2018, s'était fait en fait quand on savait 6 mois plus tard que les taux en fait diminuaient. Ça a été mécanique, ça a plutôt été bien pris par le marché pour le coup, mais actuellement c'est plutôt en fait fin d'année prochaine, donc c'est clairement fin 2023, qu'on potentiellement on pourrait revoir entre guillemets une baisse des taux. Et c'est là où Jérôme Powell dit ça va devenir long, ce sera plus long, plus difficile, et l'économie va potentiellement pas en subir des conséquences, mais aura une croissance moins forte. Voilà, c'est un petit peu ça. Ce qui est intéressant dans tout ce discours-là depuis les dernières semaines, les derniers mois, c'est qu'en réalité, c'est déjà pricé par le marché. Pourquoi ce discours, actuellement, tant qu'il n'y a pas d'augmentation au-dessus des 4,75,5 au niveau des taux de la Fed, est déjà pricé par le marché. Et c'est en fait, c'est chartiste et c'est graphique. Parce qu'en fait, entre ici et ici, on n'avait perdu que 10%. Et entre ici et ici, on a perdu 21%. Et c'est à peu près ce qui s'est passé ici. Ici, on a déjà perdu 25%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les mauvaises nouvelles de la Fed qu'on a entre les mains aujourd'hui et qu'on peut arriver potentiellement sur un plateau, voire un pivot, mais pas demain, ce sera vraiment pas avant un an. Là, actuellement, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas avant un an. On ne l'a pas, en fait, cette information. On ne l'a pas. Donc, le marché peut continuer, comme il a été dit hier, de continuer, en fait, à se dégrader tout doucement, sans pour autant nous faire des petits rebonds, même s'il peut nous faire des rebonds, mais ce sera catalysé. Tous les rebonds techniques seront bien évidemment catalysés. À quel moment on pourrait éventuellement entrevoir une volonté technique, mécanique de la Fed de faire en réalité son pivot et de repasser sur des taux plus avantageux pour l'économie américaine, pour les prêts immobiliers, pour les prêts aux entreprises, pour les prêts notamment au gouvernement, etc. Tout est dans le CPI. Voilà, il n'y a pas à se poser 36 questions, c'est le CPI qui donnera la tangente. Si vous avez un bon CPI, en réalité, si le CPI est inférieur, je vais essayer de le reprendre, voilà, IPC, ici, s'il est en dessous des 8,1, honnêtement, on aura potentiellement connu aux États-Unis le pic inflationniste et on sera dans une pente descendante et mécaniquement, la Fed sera plus conciliante avec les marchés financiers. Si jamais on est au-dessus des 8,1, voire au-dessus des 8,3, donc par rapport au précédent, c'est sûr qu'on a une forte augmentation. Si c'est au-dessus de 9,1, je vous raconte même pas, si on arrive au 10, je vous raconte même pas, le marché va breaker à la baisse de façon extrêmement violente. C'est une quasi-certitude absolue. Ce qui pourrait aussi infléchir la Fed à réagir. Pourquoi ? On le rappelle souvent, Vincent Gagne le rappelle régulièrement dans ses vidéos, beaucoup d'influenceurs et d'analystes chartistes et analyses techniques le rappellent dans leurs vidéos. C'est trois choses en fait la Fed. La Fed en un, c'est l'inflation. Donc c'est maîtriser les prix à la consommation pour les Américains ou pour la BCE, pour les Européens bien évidemment. Donc c'est la stabilité des prix en un. En deux, c'est le taux de chômage. Et en trois, c'est la croissance, le PIB. Tout simplement. On est dans un pays capitaliste, ou donc dans un monde capitaliste aujourd'hui. Donc c'est 1, stabilité des prix, 2, taux de chômage, et 3, PIB, croissance. Et ils ont la possibilité en fait d'infléchir ou d'affléchir sur ces trois indicateurs-là, sur ces trois piliers. Est-ce que l'emploi actuellement est en berne ? Non, il n'est pas en berne l'emploi. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas très grave, en réalité, parce que ça c'est plutôt bon pour les élections. Donc côté emploi et côté taux d'emploi, pour la Fed, c'est un indicateur important, c'est pas très bon pour le marché et c'est bien malheureux, mais on va le prendre comme ça. Mais pour Joe Biden, c'est très important en fait qu'il y ait un taux de chômage qui est relativement faible et c'est très très bien avant les midterms que ce soit à 3,5. Et je suis très content pour lui. Et Bitcoin n'a pas encore craqué ses précédents plus bas. Donc je suis aussi très content pour Bitcoin et je suis très content pour nous. Donc on est à 3,5, mais regardez en 2018, on était également dans une décroissance au niveau du taux de chômage. On était sous les 4. Eh oui. Pendant toute l'année 2018 jusqu'à 2019, on était en train de baisser au niveau du chômage. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de rebond. Deuxième chose, PIB. On va le regarder ensemble au niveau du PIB. PIB, c'est ici. Croissance du PIB, on retourne en 2018. Bon, c'était pas folichon, l'histoire. On était même dans une espèce de décroissance et on était quasiment là, ici. En décembre 2018, voire 2019, on était quasiment négatif. On était vraiment, mais à très très peu de choses près, c'était quasiment la fin. On était sûr qu'en 2019, on allait tomber dans la récession. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, la Banque centrale américaine a descendu ses taux. Il l'avait prédit, il l'avait prévu, alors que le chômage était à son plus bas niveau. Il n'y avait pas de problème avec ça. Et puis derrière, on redescend les taux et on redynamise, entre guillemets, le marché. On redonne la confiance. Il y avait un taux de chômage qui était faible aux États-Unis.
il y avait une récession qui était proche aux États-Unis, et la Fed a décidé de rebaisser ses taux à ce moment-là. Alors oui, il y avait un peu moins d'inflation. L'inflation était plus près des 2,5. Mais si vous reprenez en arrière par rapport à l'inflation, alors on ne compare pas les chats avec les chiens, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si vous voulez, l'inflation n'avait pas été aussi élevée que depuis 2008. C'est ça en fait qu'il faut regarder. C'est que l'inflation aux États-Unis à ce moment-là précis, c'est toujours des mécaniques qu'il y a entre les marchés financiers, la Banque centrale américaine, l'État américain, etc. Donc ils essaient de naviguer en fonction de ce qu'ils ont comme information, n'avait pas été aussi élevé que depuis 2008. Donc en réalité, quand vous voyez ça, vous pensez que ça va partir to the moon. Donc il y a eu beaucoup d'impressions monétaires, il y a un choc d'offres actuellement qui avait moins en fait en 2018, il y avait moins un choc d'offres en 2018, il n'y avait pas des conflits géopolitiques notamment sur le gaz, etc. ou sur le pétrole, et le prix du pétrole était un tout petit peu plus bas, ne nous y trompons pas, mais dans l'idée, voilà la mécanique en fait qu'il y a au niveau de la Fed. Et actuellement cette mécanique-là, on ne la voit pas, on ne l'a pas sous les yeux, on ne la connaît pas. Et c'est ça qui est super important. Mais au moment où on l'aura, en réalité, il faudra être prêt. Et ça ne veut pas dire que les marchés vont vaciller. Les marchés ont déjà pricé ça. En fait, tout ce qu'on voit ici, les marchés l'ont déjà pricé. Ou plus précisément, tout ce qu'on voit ici, le marché l'a déjà pricé. Donc tout ce qui est plus avantageux pour le marché, donc tout ce qui est consensus plus avantageux, aura un effet bénéfique sur le marché. Ça, c'est super important. En somme, c'est pas compliqué. Jeudi, c'est super important ce qui va se passer. S'il y a une augmentation au niveau de l'inflation aux États-Unis, ça dump, et on peut dumper fort pour obliger la Fed à réagir. Si les marchés s'écroulent, si les marchés s'effondrent, la Fed réagira. Et on OZEF l'inflation si vous voulez. Mais ça, c'est une certitude. S'il y a un crack obligataire ou un crack sur les marchés actions aux États-Unis, la Fed interviendra et l'inflation passera derrière. C'est super important. 2, si l'inflation baisse, à ce moment-là, bravo, je pense qu'on aura plutôt un atterrissage en douceur et on sera très proche d'un point bas, ou en tout cas d'un point bas solide sur les marchés financiers, sur les marchés actions et notamment sur les marchés crypto, très très probablement. Or, chasse à la liquidité pour aller chercher les 17 000 $ ou les 17 600 $, vous pouvez bien imaginer, mais à ces niveaux-là, on a déjà perdu 76%, on n'est plus à 10% près, comme vous pouvez l'imaginer. Ça, je pense que c'était super important. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est ça. La Banque d'Angleterre annonce encore des mesures pour soutenir les marchés. Bon, en gros, il double le QE, il réimprime de la planche à billets pour soutenir le marché action. Or, il y a un problème de confiance ici. Pourquoi il y a un problème de confiance? Parce que les marchés n'explosent pas à la hausse. FTSE 100, voilà. Ici, c'est les 100 plus grosses entreprises anglaises. Voilà, bienvenue à la Cities. Et derrière, en réalité, on n'est même pas revenu chercher en fait nos plus hauts par rapport à 2020 ici, à mars 2020. On est en dessous. Le marché, en fait, anglais aujourd'hui est en berne. Le Brexit, c'est difficile. On peut nous vendre ce que vous voulez à la télévision. Aujourd'hui, le CAC 40 est beaucoup plus résilient et beaucoup plus fort en France qu'au niveau, au niveau des entreprises anglaises. Il faut le savoir. Donc actuellement, on aurait très bien pu penser que maintenant, alors avec le crack obligataire, où ils rachètent toutes les obligations, aucun problème pour la Banque d'Angleterre, et ils n'ont pas le choix de le faire, sinon il y aura d'autres problèmes. Et ce sera des drames humains derrière. Donc on aurait bien pu penser que ça repart to the moon, mais pas du tout. Pas du tout. Problème de confiance et choc de confiance. Vous investissez pas dans des entreprises où en fait vous n'avez pas confiance au management ou à la politique qui est en tout cas engagée par Lustrus actuellement. Et les marchés ils font strictement rien. Les marchés font strictement rien. Donc on a juste l'impression aujourd'hui, malgré l'utilisation de la planche à billets, notamment en Angleterre, que les marchés ne réagissent pas positivement. On tient juste les supports. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ça va suffire? Or, ce que je suis en train de comprendre en ce moment, c'est pour ça qu'il faut bien attendre les confirmations et attendons bien les retournements, parce que si la Fed décide d'affléchir, donc de retrouver, entre guillemets, une pente décroissante et de redynamiser la croissance au niveau de leur pays, et notamment américain, et notamment pour les marchés, c'est peut-être pas ça qui nous attend réellement. Ce sera dans le contexte, si vous voulez. Et actuellement, le contexte pour l'Angleterre n'est pas bon. Ok? Donc, n'ayons pas trop les yeux que sur un seul indicateur. Il faut prendre un agglomérat d'indicateurs techniques. Et malheureusement, la planche à billets ne suffit pas. Par rapport notamment au FTSE 100, notamment en Angleterre. On m'avait demandé ça. On m'avait posé cette question. Hermès, est-ce que tu peux nous remettre dans l'idée par rapport à ce qui s'était passé très précédemment en 2018, avant le crack, etc. Comment on était? Bon, alors je vous le reprends par rapport à ça, parce que je pense que c'est très important d'un point de vue psychologique. Lorsqu'on était ici, en réalité, on a tendance à dire, on était tous to the moon, on était sûr que ça allait partir au nord, etc. Mais pourquoi on pensait que ça allait partir au nord? Est-ce que vous savez pourquoi on pensait, ou beaucoup pensaient, que ça allait partir
foncièrement au nord. Bah, à ce moment-là, on se remet dans le délire. Hein, c'est pas compliqué. Ici, je vais juste repasser en... je vais le garder ici plutôt. Je vais passer en daily. Ici, pardon, je vais passer en daily. Je vais essayer de... Voilà, on se retrouve par rapport à 2018. Et vous allez voir ce qui s'était passé. Voilà. Et ici. Hop, Bitcoin. Je mets Bitcoin, mais on aurait pu mettre le crypto total, mais je vais mettre Bitcoin. Bitcoin. C'est bon. Bon, la market cap de Bitcoin, c'est pareil. Non, je vais mettre BTC USD. Ça, je trouve ça très intéressant. Ah oui, parce que j'étais sur les indices. Et excusez-moi. Voilà, je l'ai ici. S&P 500, Bitcoin. En réalité, ici, on avait beaucoup de choses qui étaient... Regardez, hein, suivez-moi. Suivez ça. Voilà. Vous voyez? Tout là, on pensait que ça allait partir en l'air. Parce qu'en réalité, le marché du S&P 500 montait. Vous le voyez ici comme moi, regardez. Hein. Ici, ça monte, ça monte. On a fait un nouveau sommet sur le S&P 500, hein, de septembre 2018. Donc derrière, ça monte, ça monte, ça monte. Mais alors, Bitcoin baisse, Bitcoin baisse, Bitcoin baisse. Donc on pensait en réalité que comme le marché montait et le marché était en tendance haussière, que en fait, Bitcoin n'était que en fait en forme de correction. C'était un retracement, mais dans un marché de fond qui était haussier. Vous comprenez l'idée? Vous comprenez la mécanique? C'est super important. Donc ici, on pensait que ça allait tenir, ça allait tenir. Et là, ça craque. Ici, en fait, le S&P craque. Mais Bitcoin, ici, ne craque pas. Vous voyez qu'il tient, en fait, au niveau de ses supports. Et on s'est dit, c'est bon. Il n'y a pas de problème. S&P a perdu 8% ou 7%, ou un truc comme ça, voilà, 10%. Et Bitcoin a perdu 0. Il a gardé ses supports. Et à ce moment-là, on a dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça va repartir to the moon. Bon, c'était un petit peu en retard, finalement, Bitcoin a suivi, on a pris les profils où il fallait et tout a craché en même temps. Sauf que quand, ici, S&P 500 a reperdu 10%, bah ici, Bitcoin n'a pas reperdu. Et c'est ce qu'on est en train d'observer en réalité, mais sur un temps un petit peu différent. Pourquoi? Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que ceci, en tout cas, c'est le scénario que je me mets, hein, comme ça je vous le partage, en fait, ceci était trop prématuré pour nous. L'effet Terra Luna. Ici. En réalité, ça aurait été peut-être un petit peu différent. En fait, je préfère être ici, pour être tout à fait honnête avec vous, que d'être actuellement ici. Et rappelez-vous, je l'avais déjà fait cette remarque dans une autre vidéo des rois du Bitcoin, mais plutôt que de vivre quelque chose comme ça. Vous voyez? Voilà, on est en train de tenir potentiellement sous les précédents lots ici. On vient faire de la poche de liquidité, on rejette, on est sur des supports, on est sur des supports. En réalité, vous ne vous poserez pas de questions ici. On serait boule. Ici, on serait super méga boule. Là, on l'est moins. Vous voyez au niveau de la psychologie? Maintenant, on se remet ici, parce qu'on part du principe que c'est cette psychologie, vous allez me dire si oui ou non vous ressentez la même chose. Et ça, j'ai repris en fait une vidéo de Pro Indicator, de fil de Pro Indicator, lorsqu'on était par là, je sais plus, là, ça devait être là-dedans, on était en train de mourir. Bon, on va regarder ça, écoutez, et on débat ensemble. Donc je pense que dans tous les cas, acheter ici, c'est pas bête, parce que je pense qu'on reviendra chercher ces prix. Il y a toujours une probabilité qu'on ne le fasse pas, mais ça me semble très très faible, et en tout cas, ce risque-là me paraît suffisamment négligeable pour acheter. Voilà. On prend toujours un risque dans le marché, c'est pas ça la question, sinon on ne traite jamais. Si vous avez peur de perdre, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais est-ce que ce risque est acceptable? Pour moi, la réponse, clairement, oui. Voilà. Donc, par contre, où est-ce que j'achète la prochaine fois? Je dis, si on vient là, ça me va, mais par contre, si on doit échouer sur cette zone de prix, spécifiquement avec ces signaux, et revenir chercher les résistances, c'est-à-dire revenir à 6005, pour moi, c'est un signal d'achat. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis prêt à acheter ici. Si on remonte dans les jours qui viennent, il ne faut pas qu'on y passe 3 semaines, soit on continue de chuter, et dans ce cas-là, je garde toujours mes 50% de cash disponibles pour acheter si jamais on passe sous les 3007. Enfin, sous les 4000, et dans une zone d'achat 3007, 3100. Ok. Je garde toujours 50% de cash qu'il avait décidé d'allouer notamment aux cryptoactifs et plus précisément au Bitcoin dans cet exemple-là, entre les 3100 et les 3007. On fait un petit tour et on y va ensemble, 3100, 3007. C'est extrêmement simple. Juste ici. Hop, regardez ça, c'est juste chirurgical. Je vous mets un petit carré juste là. Oui, mais des fois il est bon notre ami Phil. Regardez ça, c'est toujours impressionnant de faire ça, surtout à faire avec du recul. Alors je rappelle qu'on n'y était pas encore. Hein. Là on était en train de travailler, je sais pas trop, là on était ici, là. Voilà, on était à peu près sur les 4000 balles à peu près. Hein. Donc là 3100, 3007. Donc voilà, si ça décroche, donc là il avait une espèce de boîte noire, il nous avait mis une boîte noire, juste ici.
dans cette zone-là, avec cette espèce-là de mèche. Il reprenait sa vidéo de l'époque, mais il avait parlé un petit peu de trucs de mèche, et puis on va aller un peu plus loin, comme ça on va faire le travail jusqu'au bout. Bon, bah lui, il rachète du Bitcoin 50% de cash, 3100, 3007. Bon, bah bravo, apparemment avec 50% de cash, il a acheté des bottoms. Et aujourd'hui, si vous suivez la stratégie des 4 rois, vous devez logiquement encore avoir entre 40 et 50% de cash. C'est super important. On pourra prendre toutes les fractales, toutes les moyennes mobiles de 100, une zone de rechargement éco-classe. Oui, on y était, et actuellement, nous n'y sommes pas. Dans une zone de rechargement première classe, pardon. Donc on peut très bien, en fait, complètement craquer, pas de problème. Le S&P craque encore, repère 10%, repère 20%, ou Bitcoin perd tout seul, 20%. Personne ne connaît l'avenir, on se retrouve dans une première classe. Ici, je charge fort, sur une structure en W weekly. Ici, sur une structure de W weekly. Si vous reprenez quelques vidéos après, beaucoup étaient vendeurs ici. Beaucoup disaient, voilà, je me suis mis là, mais j'ai trop peur, est-ce que je peux écouter ça? C'est toujours très intéressant de se remettre dans la psychologie de l'époque par rapport à ce qui s'est passé à ces moments-là. Il y avait beaucoup de personnes. Alors déjà, il y avait une très grande partie qui était partie, qui avait coupé les écrans, et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Reprenez un petit peu la courbe au niveau des vues, etc. sur YouTube de l'ensemble de mes confrères influenceurs et moi-même, partez du principe qu'on a perdu peut-être 60% au niveau des viewers. Mais c'est normal. Et c'est exactement ce qui s'était passé à peu près sur ces niveaux-là. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc on se retrouve dans un phénomène psychologique assez similaire. Également, j'aimerais juste reprendre une fractale. Parce qu'on aime bien faire ça. Reprenez exactement cette fractale. Vous avez ici, on arrive sur des pressants ATH, on break out, on prend le pied, on fait une continuation de tendance, deuxième continuation de tendance, envolée du désert, on passe les 5000 points, on part jusqu'au 20 000. Vous prenez ici, donc partir jusqu'au 20 000, c'est à peu près représentatif de partir jusqu'au 70 000 aujourd'hui. On prend ça et on essaie de trouver la fractale. En fait, elle est juste là, cette fractale. C'est impressionnant. Vous l'avez ici. C'est exactement ça qu'on a vécu. Juste là. Voilà. Elle est là. C'est la même chose. Ici, vous prenez en fait de la liquidité, on part et on chasse tous les vendeurs à découvert. Derrière, on vient ici et on repousse très fort. Et là, il y a eu beaucoup de volume qui a été exécuté. Beaucoup de volume. Donc, en somme, fil de pro-indicateur acheté ici, dans ce rachat-là. D'accord, c'est à peu près là. Sans parler des premières classes, classe éco, etc. Parce que si on prend par rapport à tout en bas, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est clairement ici, en réalité, qu'il a racheté. Ici, sur les 3100, etc. Et bien, en fait, on y est. C'est dans cette limite-là. Entre les 16 000 $ à peu près, si vous voulez, et les 20 000 $ ou 19 000 $. Ça tombe bien. Nous y sommes actuellement. C'est exactement la même fractale. Voilà. J'espère que je vous ai aidé. Donc oui, on peut aller un peu plus bas. Je peux même vous faire un gros billet psychologique supplémentaire si vous voulez. Si vous prenez exactement ceci, mais je pense qu'on n'est pas quand même pas très loin des bottoms de marché, pour être tout à fait franc. Enfin, moi, je vous le dis depuis des mois maintenant, mais ça n'engage que moi, bien évidemment. Mais regardez ça, je trouve ça très drôle. Si vous prenez tout ça, bah c'est exactement ça. C'est marrant? Regardez, on est exactement là-dedans. Voilà. Donc certains diront, pardon, je vous le mets un peu propre, voilà, un peu de trucs comme ça, et après derrière, to the moon, vous connaissez l'histoire, et bah certains diront, bah moi je rachèterais du Bitcoin à 7 000 $, ou je rachèterais du Bitcoin à 5 000 $, etc. C'est pas une mauvaise idée, mais partez du principe que si ça part beaucoup plus bas, ça ne nous concerne même plus en réalité. Donc juste éviter les leviers, notamment sur les marchés crypto, mais ma boîte noire, si vous voulez aller ici, je m'en occupe plus, je rachèterai presque à l'aveugle là-dedans. Moi, j'attendrai bien sûr un W weekly, mais grosso modo, si on n'est pas sur des bottoms de marché, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un truc comme ça, et très rapidement repartir to the moon, parce qu'en réalité, le narratif, on l'a. On va pas y revenir, le live était consacré à ça précédemment, donc on peut partir beaucoup plus haut, et puis ce sera potentiellement ce qui pourrait nous attendre. La question est de savoir, c'est est-ce que vous êtes all-in en levier x10 ou x20 là-dedans? C'est honnêtement pas la meilleure solution, bien évidemment, puisque le marché est impitoyable, et surtout dans les marchés crypto, nous sommes dans un marché baissier, et ce qui veut aussi dire que les plus patients attendront bien évidemment ce type de choses. En réalité, si on break ce type de choses comme ça, mais de façon violente, derrière on fait un truc comme ça et derrière on repart, en réalité on n'y reviendra plus. Ou si on y revient, c'est crack Covid et pourquoi pas. Après ça peut être éventuellement une idée, une fractale ou une idée qu'on pouvait revivre ça juste avant l'halving 2023. Mais dans l'idée, si on vient à franchir ça, derrière c'est pas pour faire ça, quoi. C'est vraiment pour accepter derrière et puis repartir dans une boîte de Pandore, pourquoi pas aller chercher un petit pullback d'un précédent W weekly, et puis après à l'halving,
why not? Mais on a du temps encore chez les roches. Voilà, je voulais vraiment vous remettre dans ce contexte-là, puisque finalement on se retrouve à peu près dans la même situation qu'en 2018, où la Fed était pas très bullish, si vous voulez, avec les marchés financiers, et suggérait même de continuer la hausse des taux pour éventuellement faire capituler le marché. Le marché, en fait, le pricera violemment. Mais je pense que Bitcoin l'a déjà pricé, en réalité, sa purge. Donc je pense que la capitulation est liée. Bien évidemment, je ne connais pas l'avenir, mais dans le contexte actuel, je ne vois pas en quoi on irait beaucoup plus bas, sauf si le CPI, à ce moment-là, et le marché l'a très mal pricé, le CPI, en fait, nous fait un 10 aux États-Unis, mais actuellement, ce n'est pas le chemin que ça en prend, bien évidemment. Donc tout se jouera, en tout cas, ce sera un vrai catalyseur de politique monétaire à venir avec le FOMC, le CPI, etc. pour les prochains mois, et je pense pour les 6 ou 8 prochains mois. Donc je pense que ce qui se passera en octobre et en novembre sera extrêmement déterminant pour la suite des marchés financiers. Et la réelle chose qu'il faut comprendre, c'est que si ça chute, si ça craque, la Fed réagira et n'aura pas le choix. Il faut vraiment le savoir. Hein. En fait, elle ne laissera pas le monde mourir. Pardon, je vais le remettre ici. Je prends un exemple. J'avais d'ailleurs partagé sur Twitter, et je finirai là-dessus. Si ça craque réellement, vraiment, partez du principe que la Fed intervient. On le sait, hein. Il n'y a pas de doute à avoir. Donc les vendeurs de peur, les vendeurs de rêves, les vendeurs de tout ce que vous voulez, les Merkelberry, les Ray Dalio, c'est juste pour récupérer vite leur profit, parce que eux ils sont à découvert et ils ont des options à exécuter. Donc leur objectif c'est que ça aille le plus rapidement possible par terre, hein, vous pouvez bien sûr l'imaginer. Et c'est ça que j'ai partagé très récemment sur Twitter. Goldman Sachs a pas mal tourné. Goldman Sachs, en réalité, dit voilà, si c'est plutôt sympa au niveau de la Fed, soft landing, ça partira en fait, on vient chercher de la liquidité et on repart direction des 4000 points. Si jamais c'est du hard ou du medium ou du hard landing, à ce moment-là, ça ira un petit peu plus profondément. On viendra chercher les 3004, 3002 et d'ailleurs, on repoussera. En fait, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Et regardez bien au niveau des datas, on est après 2024. Hein. Donc c'est pour toute l'année 2023, c'est pas pour demain ou après-demain. Hein. Là, ils sont en mensuel, les bonhommes. Donc en réalité, c'est vraiment pour toute l'année 2024. En réalité, je pense que c'est pas possible, ça. Je pense que soit ça va aller très très bas, soit on est sur des bottoms de marché. Voilà, je pense que c'est pas ça. C'est soit l'extrême, soit les deux extrêmes. Soit les bottoms de marché, soit on ira beaucoup plus bas. J'ai mis 2400 points parce qu'on l'a beaucoup rappelé dans les rois du Bitcoin ou sur le Discord. Mais grosso modo, c'est à peu près ça que je visualise. Et dans les deux cas, je suis prêt. Pourquoi ? Parce que du cash, tout simplement. Et il y a beaucoup de cash. Il y a bien plus de cash aujourd'hui. Ne nous y trompons pas. Il y a beaucoup... Hop, on va finir là-dessus. Voilà. On va se remettre au niveau du DXY. Parce que ça aussi, il faut aussi que ça nous fasse réagir en réalité. Je passe en weekly. Reprenez en fait, juste là en 2018. On était ici. À peu près décembre 2018, en réalité le cash était croissant ici, vous voyez, c'est croissant, hein 2018, décembre, mars, machin, etc. Jusqu'en fait au crack Covid, le dollar était bullish. Alors il n'était pas bullish comme là. Le marché panique, le marché est en crise de nerfs actuellement. Mais on était bullish sur le dollar. Donc ne pensons pas qu'on ne peut pas avoir de reprise haussière si en fait le dollar index ne fait plus en fait sa parabole. On le prend à peu près simple, hein. Mais si le dollar index fait quelque chose comme ça, vous voyez, eh ben, le S&P et les marchés crypto peuvent repartir. Hein. Ok ? Tout simplement. C'est exactement ce qui s'était passé là. Entre ici et ici, c'est crack de 2018 à nouvelle ATH. Tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.